Situé à mi-distance entre Nyon et Divonne, le petit village de Boré a eu jusqu'au début des années 60 une vocation essentiellement agricole. Dès cette époque, plusieurs quartiers de villas ont été construits à sa périphérie pour de nouveaux habitants qui, pour la plupart, travaillaient à Genève. Durant ces dernières décennies, la population est passée de 250 à plus de 800 habitants. Au début du XXIe siècle, les autorités de Boré ont eu l'opportunité d'acheter 2 grandes parcelles de 8500 m² au total, avec l'intention de recréer un nouveau et véritable centre de village. Un concours d'investisseurs a alors été organisé. C'est la société coopérative Cité Derrière qui possède une solide expérience en la matière avec plus de 1500 appartements réalisés à ce jour qui fut choisie pour ce rôle. La direction des travaux a été assurée par la société Gepimob et le financement du projet par les retraites populaires. D'autre part, et à la suite d'un concours architectural qui a rassemblé 11 projets différents, c'est le bureau d'architectes Al30 qui a remporté le mandat avec son projet Le Clos des Alisiers. Une fois cette structure de travail mise en place et après plusieurs mois de projets et de préparatifs, les premiers terrassements débutent au printemps 2013. Le terrain a été préalablement libéré des constructions précédentes qui l'occupaient depuis plus d'un siècle. Ainsi, ce n'est pas sans une certaine nostalgie que les Borésiens ont vu disparaître une très belle ferme traditionnelle qui avait été érigée petit à petit avec la force et le courage de ses propriétaires. L'espace est dorénavant libre pour les excavations et pour construire les fondations du nouveau complexe. Ces volumes, de 8300 m3, vont accueillir les sous-sols des 5 immeubles ainsi que le garage souterrain prévu pour 94 véhicules. Vu des airs, et déjà à ce stade, l'importance du projet par rapport au reste du village apparaît clairement. De toute son histoire, et mis à part l'édification du complexe scolaire Élisabeth de Portes, ce petit village de la côte n'avait jamais connu une telle mutation d'un seul coup. Et soudain, le 20 juin 2013, comme pour ponctuer le début des travaux avec un phénomène naturel exceptionnel, l'une des pires tempêtes de grêle de son histoire va frapper Boré. Heureusement, à ce stade du début du projet, les conséquences ne seront pas trop néfastes. Une fois passé cet épisode houleux, les travaux peuvent reprendre. Durant ce premier été, dans le secteur oriental du chantier, les premiers radiers en béton sont coulés, tandis que les pelles mécaniques s'activent au sud et à l'ouest. Dans ces terrassements, de 4 mètres de profondeur, plusieurs surprises géologiques sont révélées. À 3 mètres sous la surface du sol, un niveau perméable constitué par des graviers fluvio-glaciaires contient une petite nappe phréatique locale qui avait déjà été mise en évidence par les habitants du lieu. Et, autre surprise de taille, si l'on ose dire, sous les dents de la pelle rétro apparaissent de nombreux blocs erratiques dont le plus volumineux ne pèse pas moins de 24 tonnes. Ces vestiges, d'un passé qui remonte à environ 15 000 ans, sont les témoins d'une époque à laquelle le front du glacier du Rhône se situait dans la région nyonnaise. Ces éléments proviennent de toute la chaîne alpine depuis Zermatt et ont été transportés sur le dos du glacier. La commune de Boré a décidé de saisir l'occasion pour les mettre en valeur et pour réaliser un véritable géotope dans la parcelle sud jouxtant le chantier. Grâce à ces conséquences inattendues du projet du Clos des Alisiers, les habitants de toute la région pourront ainsi parfaire leurs connaissances géologiques et glaciologiques. En quelque sorte, c'est le futur qui révèle le passé. La commune de Boré compte actuellement à peu près 900 habitants. Le nouveau projet en construction
va nous amener environ 150 habitants supplémentaires. Donc nous allons passer, je dirais, le cap fatidique des 1000 habitants. C'est une attente aussi de la population de retrouver une auberge, de retrouver un centre où on peut avoir des activités sociales, etc. Profitant de bonnes conditions estivales, le chantier avance rapidement avec le ferraillage et le bétonnage des radiers, des dalles et des murs. Inlassablement s'enchaînent les va-et-vient des bennes à béton. Au total, ce sont plusieurs milliers de mètres cubes de matière qui ont été produits sur place. Même si, à notre époque, le travail de l'homme est grandement facilité par des engins mécanisés, il subsiste une multitude de petites opérations manuelles pour peaufiner l'ouvrage. Les opérations de ferraillage, de coulage, de vibrage et de lissage du béton s'enchaînent inlassablement selon les directives du plan de travail. Déjà, les premiers remblaiements viennent s'ajuster aux structures bétonnées du sous-sol, tandis que sur ces dernières, on peut deviner les bases des 5 immeubles en devenir. Premier hiver et première difficulté climatique avec lesquelles il faut composer, sous le regard des volatiles de la basse-cour voisine, quelque peu étonnés par tout ce remue-ménage. Malgré les conditions, le travail se poursuit à un rythme soutenu, et ceci même si les températures sont négatives, car avec des adjuvants antigel, le béton peut être coulé jusqu'à 10 degrés au-dessous de zéro. Entre les différents étages, un incroyable réseau de gaines techniques multi-usages est mis en place directement sur le ferraillage. Les installateurs restent très concentrés durant cette minutieuse opération. Un système de coffrage très pratique, modulable et réutilisable permet de couler les murs porteurs avec une cadence rapide. À l'intérieur de ceux-ci, ce sont des tonnes d'acier qui sont utilisées pour l'ensemble du chantier. Dès que cela est possible, les matériaux naturels sont remis en place et compactés autour des structures. Au printemps 2014, l'évolution du chantier est impressionnante. Les 5 immeubles surgissent du sol comme des champignons après la pluie. Pour certains, on peut déjà deviner le dernier étage qui domine définitivement les traditionnelles habitations villageoises. Ponctuant l'été, quelques orages peu agréables n'empêchent nullement le chantier d'avancer à grands pas. Après avoir bien rempli son contrat, l'une des 2 grues géantes est définitivement démontée pour être utilisée sous d'autres cieux. C'est également le moment de récupérer la caméra qui a enregistré toute la construction du gros œuvre et d'admirer cette phase du projet en quelques dizaines de secondes. Vous avez derrière moi un projet important de notre coopérative, puisque c'est un projet qui comprend 72 appartements, avec une des particularités, puisqu'on aura de la mixité entre de la location à prix coûtant
et de la propriété par étage à prix coûtant. Cette affaire pour nous est issue d'abord d'un partenariat public-privé avec la commune, c'est-à-dire que la commune reste propriétaire du terrain, elle nous a confié un droit de superficie, c'est-à-dire qu'elle nous loue le terrain et pour lequel donc nous avons construit ces immeubles et le droit de superficie qui nous a été octroyé l'est pour une durée de 70 ans. Ce projet fait partie des gros projets de notre coopérative. Nous sommes une coopérative reconnue d'utilité publique qui aujourd'hui a plus de 1200 appartements et qui a à peu près une dizaine de projets en cours qui représentent entre 500 et 600 appartements. Notre proposition s'est caractérisée depuis le début par une recherche d'espaces extérieurs de qualité. On entend par là des espaces appropriables, mais qui soient dans un caractère de village en fait, et pas urbain. Au centre de cette cour, on va trouver un deck avec des alisiers, qui est l'arbre symbole choisi par la cité coopérative derrière pour le développement de ce projet. On pense que de cette manière-là, on créera une vie de quartier animée et plaisante. Un tel projet ne peut se réaliser sans de nombreuses réunions de chantier sur place tout au long de la construction. À cadence hebdomadaire, le maître de l'ouvrage, la direction des travaux, les concepteurs architectes ainsi que toutes les entreprises intervenantes se retrouvent dans leur base logistique à Boré pour faire le point de la situation et pour discuter des multiples actions en cours. En tant que capitaine du navire, Philippe Disbach, président de la coopérative Cité Derrière, qu'il a fondée en 1995, aime à se définir comme un constructeur plutôt que comme un promoteur. Avec le Clos des Alisiers, il a également trouvé une désignation originale pour son projet qui contraste avec les traditionnels Clos des Chênes ou Clos des Platanes. L'alisier est en fait un arbre peu connu, mais bien présent dans nos régions. Dans les environs de Boré, on le trouve de la base du Jura à son sommet. Il est facilement identifiable grâce à ses feuilles, vu que l'un des côtés apparaît vert clair, alors que l'autre est argenté. Lorsqu'il y a du vent, ce contraste provoque un scintillement caractéristique. Certaines années, à l'automne, l'alisier peut donner des fruits rouges orangés qui se prêtent bien à la distillation et fournissent un alcool très fin et rare. L'un des habitants de Boré, Denis Beuret, est même passé maître en la matière et a été primé lors de nombreux concours. Mais revenons à notre construction. Cet été 2014 est propice à la pose des charpentes des bâtiments sud et ouest, dont les éléments sont déposés à l'emplacement adéquat avec une précision millimétrique. Il y en a un qui va normalement tout contre. Toutes les journées ne se ressemblent pas et parfois les charpentiers doivent composer avec de fortes précipitations qui transpercent les nouveaux bâtiments de part en part. Sur la poutraison principale viennent se fixer les panneaux d'agglomérés qui vont servir à la fois d'isolation et de base pour les lambourdes et les tuiles. Petit à petit, ce sont ainsi les 5 bâtiments qui se retrouvent hors eau pour le plus grand plaisir de tous les autres corps de métier qui travaillent à l'intérieur. Dans la foulée, les travaux de ferblanterie et la couverture des toitures sont réalisés. Ce sont ainsi plus de 60 000 tuiles qui vont être utilisées pour l'ensemble des toitures. Au sud-est de la parcelle, un bassin de rétention enterré a été construit pour le stockage provisoire des eaux pluviales avant qu'elles ne rejoignent le réseau communal. L'habillage des structures débute alors avec la pose des vitrages isolants. Les grues principales ayant été démontées, c'est un véhicule spécial qui se charge de cette tâche. Cette opération est parfois complexe, car les lourdes structures doivent être acheminées entre les façades et les échafaudages. Certains vitrages sont rajoutés après coup dans les encadrements. À l'intérieur des bâtiments, les volumes d'origine sont divisés en sous-espaces qui vont constituer les différentes pièces des appartements. La technique utilisée dans ce cas consiste à monter des parois non porteuses en plâtre au moyen d'éléments facilement manipulables.
À nouveau, l'hiver est de la partie. Mais il n'empêche pas la construction des infrastructures extérieures ni les aménagements intérieurs. À ce stade de la construction, ce sont tous les bâtiments, construits selon les normes Minergie, qui vont être isolés extérieurement avec des panneaux de polystyrène expansés. Dans les parties inférieures, pour cause d'humidité, le matériel utilisé n'est pas identique à celui des parties supérieures. Ce matériau se coupe facilement à l'aide d'un fil chauffé. La fixation des éléments d'isolation contre les murs en béton s'opère uniquement avec un mortier-colle appliqué à la truelle. Pendant ce temps, à l'intérieur, d'autres équipes s'affairent à la pose du carrelage. Au cœur de l'hiver et au passage de l'année nouvelle, le chantier s'arrête et tous les protagonistes s'octroient une pause bien méritée. L'an prochain, c'est de l'intérieur que les habitants verront tomber la neige. Symbole du renouveau et du printemps qui approche, une première manifestation sociale a lieu dans le tout nouveau Clos des Alisiers. Aujourd'hui, ce sont les enfants du village qui viennent avec joie brûler le bonhomme hiver. Pour le concepteur, c'est aussi le moment de marquer cette étape symbolique par une petite cérémonie. Avec le retour de températures plus clémentes, le crépi extérieur est posé directement sur l'isolant en polystyrène et un treillis plastifié. Cette nouvelle façon de procéder permet, comme avec les anciens crépis appliqués sur le béton, de résister à la pluie, à la neige ou à la grêle. Pour les soupentes des balcons, la technique utilisée est identique.